Donc bonjour, aujourd'hui Nadia Gardel de la délégation départementale de l'ARS, référente sur le mois sans tabac. Cette année encore, Santé publique France lance la 5e édition du mois sans tabac. Sur la Haute-Garonne, donc on a souhaité décliner cette dynamique avec les acteurs du territoire, mais pas que. Donc l'ARS, Epidor, l'IREPS, et la CPAM 31, la Caisse primaire d'assurance maladie Haute-Garonne, se mobilise et mobilise les acteurs, donc les professionnels de Haute-Garonne, pour pouvoir en fait proposer une version dématérialisée. Bien qu'il y ait une crise sanitaire, la prévention du tabagisme est un axe important et l'ARS se saisit de cette thématique. Donc cet effort concerne évidemment le grand public, mais il y a un focus qui est porté cette année sur les professionnels du BTP, les personnes en situation qui sont incarcérées, donc pour des courtes peines, et également donc les femmes, également incarcérées pour des courtes peines, les femmes en situation de précarité, mais également les femmes donc, enceintes. Voilà. Donc, je vais passer la parole donc, aux acteurs qui se mobilisent derrière cette thématique. Merci Nadia. Donc, moi, c'est Guillaume Brémond. Je suis chargé de projet à l'IREPS Occitanie. Et donc, pour répondre à cette thématique, nous allons interviewer des professionnels du sevrage tabagique sous la forme d'une question et d'une réponse au sujet de cette thématique, donc le tabac et la précarité. Sont présents aujourd'hui Monsieur le Docteur Mas de l'association Capitol Stop Tabac, Monsieur le Docteur Rousseau du réseau de professionnels Tabac et Liberté, Madame le Docteur Routquet, pneumologue et tabacologue à l'hôpital Larrey de Toulouse, Madame Le Goff de l'Union C. Pierre Robert Monnier de Toulouse et Monsieur le Docteur Régine de l'association ANPA 31. Donc voilà, nous allons commencer. Chez la population générale et chez les jeunes, il existe de nouvelles méthodes d'entrée dans le tabagisme. Est-ce que, d'après vous, Monsieur Mas, le constat est le même pour les jeunes en situation de vulnérabilité? Et quel message le professionnel que vous êtes pourrait leur transmettre pour éviter cette entrée dans le tabagisme? Bien, oui, effectivement, en population générale, les modes d'entrée dans le tabagisme des plus jeunes ont évolué ces dernières années. Par contre, les circonstances au cours desquelles est fumée cette première cigarette restent les mêmes, à savoir en bande avec les copains, au cours des moments festifs agréables et la plupart du temps pour se déstresser, disent-ils. Et quand on interroge ces jeunes qui ont en moyenne 12-13 ans, je rappelle que l'âge moyen de la première cigarette est aujourd'hui entre 11 et 12 ans, l'image qu'ils ont de la cigarette industrielle classique est démodée. Ils disent même qu'elle est has-been. Et on est très souvent interrogé effectivement sur la chicha, la vapoteuse, voire la cigarette roulée. D'ailleurs, dans toutes nos interventions, nous avons vu à peu près 10 000 enfants l'année dernière, ces questions reviennent en permanence. Alors la chicha, des informations erronées circulent sur cette chicha. Pour les jeunes, c'est une façon de fumer qui est plus écolo, plus naturelle. Le tabac est de meilleure qualité, soi-disant, voire même dans la mesure où cette fumée passe dans de l'eau, elle se transformerait en vapeur. Bien entendu, tout ceci est faux. Et aujourd'hui, on sait que la chicha équivaut à peu près à 45 cigarettes. C'est énorme. Une séance de chicha qui dure 45 minutes correspond à peu près à l'équivalent à 45 cigarettes. Avec une exposition à la fumée qui est environ 100 fois supérieure à une cigarette industrielle. Donc, c'est la chicha, il faut leur bien faire comprendre que la chicha, c'est très, très dangereux. La cigarette électronique représente pour ces jeunes une nouveauté. Il y a des goûts, des parfums, c'est agréable. Et même si la vente est interdite aujourd'hui aux ados, ils arrivent à s'en procurer via les réseaux Internet. Et ce qu'il faut leur dire, c'est que cette vapoteuse, très utile et performante dans le cadre d'un sevrage, au même titre que d'autres moyens d'ailleurs, les substituts nicotiniques notamment, eh bien, elle peut constituer, c'est un risque, elle peut constituer une porte d'entrée au tabagisme pour ces jeunes. D'autre part, son coût n'est pas négligeable et pour une population précaire, vulnérable, cet aspect est à prendre en considération.
Si on considère maintenant une jeunesse donc en situation de vulnérabilité, c'était votre question, les modes d'entrée dans le tabagisme ne sont pas très différents. On peut toutefois constater quelques spécificités, notamment l'achat de ces cigarettes en dehors des bureaux de tabac qui est moins cher, mais dont le tabac est de très mauvaise qualité. On dit que ce sont des fonds de cuve et dans ces fonds de cuve, les substances toxiques cancérigènes s'accumulent et donc le tabac est plus toxique. Pour terminer, il faut sensibiliser ces jeunes à des notions aujourd'hui bien démontrées. Savoir que plus on fume jeune, plus le sevrage sera difficile et devra être encadré, accompagné, surtout sur une population vulnérable. La raison est simple. Ils se construisent avec cette cigarette, c'est pour eux une béquille, et plus ils vont avoir de problèmes, plus ils vont utiliser cette béquille. Et plus ça sera difficile, dans un deuxième temps, à les sevrer. Donc, il faut les aider, il faut aider cette population justement plus vulnérable. Il faut avoir une écoute attentive, des actions pédagogiques et une prise en charge de leurs problèmes. Et ceci d'autant plus qu'ils sont vulnérables et précaires. D'accord, je vous remercie, Monsieur Mas. Prochaine question adressée au docteur Rouzot du réseau professionnel Tabac et Liberté. D'après vous, Monsieur le docteur Rouzot, est-ce qu'il existe un intérêt notable de l'arrêt du tabac chez le public précaire plus que chez tout autre public? Et qu'est-ce qui vous semble essentiel comme message à transmettre? Tout d'abord, merci à vous de me poser cette question, parce que la thématique tabac et précarité est importante. Ce sont deux mots qui sont intimement liés. En effet, le tabac fragilise un individu déjà normal. Je ne vous rappelle pas les risques de maladies cardiovasculaires, de maladies pulmonaires, de maladies cancéreuses, etc. Ça, c'est chez un individu normal. Mais chez un individu qui est déjà fragile, le synonyme de fragile, c'est précaire, eh bien, ces risques sont augmentés. Les risques sont accrus. On doit donc être particulièrement vigilant sur le problème du tabagisme chez le sujet précaire. En premier lieu, soulignons le rôle de la prévention et évitons aux précaires d'entrer en tabagisme. Notre association Tabac Liberté a pour cela un programme de prévention qui s'applique aussi bien chez le jeune que chez l'adulte. Qu'il soit précaire ou non, ce sont des séances de 1h30 à 2h avec la projection des extraits d'un film suivi d'une séance de questions-réponses. Mais je tiens à rappeler que le meilleur traitement du tabagisme, eh bien, c'est de ne pas commencer, tout simplement. En deuxième lieu, c'est-à-dire une fois que le tabagisme s'est installé chez le précaire, il importe de penser au sevrage. Chez nous, à Tabac Liberté, deux principes nous guident. C'est premièrement la motivation et deuxièmement le suivi. La motivation, en effet, avant de commencer un sevrage, il est essentiel de motiver le fumeur pour le démarrer. Pour cela, nous utilisons tous les arguments possibles et imaginables en espérant trouver celui qui va réellement déclencher l'arrêt. Ces arguments sont nombreux et variables. Liberté, l'incidence financière, le coût du tabagisme, la santé, la personnalité, être plus fort que la cigarette, etc. Tous ces arguments font partie des thérapies cognitivo-comportementales mises en place au sein de Tabac Liberté. Un bémol quand même chez le précaire. Nous avons pour habitude de différer le sevrage lorsque le fumeur est dans une situation de difficulté psychologique, par exemple le jeune en période d'examen, ou à la suite d'un deuil, ou lors d'une perte d'emploi. Chez le précaire, on est déjà dans une situation difficile. Le précaire n'est pas stable psychiquement. Et le problème est un peu délicat. Voilà pour la motivation. Pour le suivi, comme je vous le disais tout à l'heure, le suivi est essentiel. Il est essentiel chez le sujet normal et encore plus essentiel chez le sujet fragile, c'est-à-dire le précaire. C'est là que le sport nous aide dans le sevrage et facilite la réussite. Avant de terminer, un mot sur la cigarette électronique et un mot pour l'association La Vape du Cœur qui donne aux précaires le vaporisateur et le liquide. C'est important pour le suivi. Ça nous aide. Voilà. Merci. Merci à vous, docteur Rouzot. Merci de votre réponse. Prochaine question qui va être pour Madame Rouquet. Quels sont pour vous les moyens qui facilitent le sevrage tabagique chez les personnes les plus précaires? Et quel message pouvez-nous vous
pouvez-vous nous Alors, transmettre? ce que je tenais à dire au sujet de la précarité, c'est que les précaires ont un rapport à la temporalité qui est spécifique, c'est-à-dire que souvent ils ont un passé qui est douloureux, un présent qui n'est pas terrible, et ils n'arrivent pas à se projeter dans le futur tellement ils se débattent dans leur présent difficile. Ils associent plusieurs vulnérabilités, des revenus faibles, souvent pas de logement, un bas niveau d'éducation, peu ou pas d'emploi, et ils ont une santé souvent médiocre. Et en fait, pour eux, le tabac, ils le vivent comme le seul plaisir qui leur reste dans cette vie difficile. Et pourtant, il ne faut pas renoncer. Alors, par quel moyen? Le moyen le plus important, c'est la gratuité des traitements. Enfin, on y est. Les traitements sont gratuits. Ensuite, il ne faut pas attendre qu'ils viennent vers nous. On doit aller les rencontrer, oser leur en parler et les aider à trouver des motivations. Alors, ça peut être une grossesse, un enfant à venir, un problème de santé. On doit adapter notre discours à leur situation, faire preuve d'empathie, oser leur parler et parfois, plutôt que l'arrêt d'emblée, leur proposer une réduction. Il faut bien entendu également les aider à gérer le stress, des comorbidités comme l'anxiété et la dépression, et en tout cas tous ces moyens qui leur montrent l'intérêt que l'on a à leur problématique tabac en allant vers eux est efficace. Et un des moyens aussi qui a été testé, c'est de les aider financièrement, de les payer également pour qu'ils s'engagent dans un sevrage tabac. Il y a des publications qui montrent que ça marche. Donc, gratuité des traitements, les aider financièrement et aller les rencontrer là où ils sont. Former aussi les équipes qui s'occupent d'eux pour qu'il y ait une dynamique de groupe qui se crée autour d'eux. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Donc, je pense que j'ai respecté le délai. Voilà. Donc, Très bien. osez les rencontrer. Très bien. Merci, Madame Rouquet, pour cette réponse. Madame Le Goff, comment alors proposer cet accompagnement de ces personnes précaires vers le sevrage tabagique? Bonjour, alors je voudrais rappeler un petit peu moi mes missions. Donc, je suis conseillère santé dans un centre d'hébergement au sein de l'UCRM. J'ai pour mission, alors j'accompagne des personnes, des hommes, des jeunes hommes âgés entre 18 et 25 ans qui sont dans une situation de précarité. La principale raison pour laquelle ils sont là, c'est un problème d'hébergement auquel après se greffent d'autres problématiques de santé. Donc moi, je suis conseillère santé, donc j'accompagne, j'oriente les personnes vers le soin. Donc c'est sûr que moi, que ce soit pour un sevrage tabacologique ou dans le cadre de mes missions, tout ce qui concerne la santé et l'appropriation de la santé par ce public, c'est le cœur de mes missions. Donc moi, j'accompagne physiquement. Alors comme disait le docteur avant, c'est vrai qu'il faut aller vers les personnes. Donc moi, je les rencontre tous les jours, je fais des entretiens avec eux, je peux proposer des accompagnements physiques. Je pense il est important de les accompagner lors d'un premier rendez-vous pour faire le lien, pour encourager leur démarche, pour faire le lien avec les partenaires qu'il y a en face, pour montrer qu'on travaille ensemble autour de l'intérêt du projet de la personne. Voilà, c'est vraiment lors des entretiens que je peux avoir avec eux, en discuter, voilà, savoir s'ils fument, en discuter. C'est vrai que le public précaire avec lequel je travaille, que j'accompagne, certains sont fumeurs depuis un moment, d'autres sont à peine rentrés dans le tabagisme pour les raisons que vous évoquiez, un parcours difficile, et c'est vrai que la cigarette est une béquille. Mais donc moi je pense aussi, il faut aller avec eux vers ces personnes, oser aller les voir. Moi je les accompagne physiquement lors de premiers rendez-vous, deuxième ou troisième si c'est nécessaire. On en rediscute après, on fait le lien avec les personnes qu'ils ont rencontrées. Moi je pense que c'est comme ça. Moi je vais avec eux au départ pour une première rencontre. Je vais avec eux. Après, bien évidemment, qu'on travaille l'autonomie. Donc, si les personnes veulent faire cette démarche seules, très bien. Mais moi je pense que c'est important. Et le message aussi que j'essaye de transmettre aux jeunes, la motivation est bien sûr très très importante. Mais s'il n'y avait que ça, il n'y aurait plus de fumeurs à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on est
là, voilà, les gens sont tous très motivés. L'aide est très, très important. Voilà. De rencontrer un tabacologue, voilà, d'expliquer un petit peu le fonctionnement, enfin, de cette addiction. Donc voilà, moi, le cœur de mes missions, c'est l'accompagnement, voilà, vers le soin, vers un sevrage tabacologique. J'accompagne physiquement ces personnes. Voilà, je pense que c'est très important qu'ils soient accompagnés dans cette démarche. Voilà. Je vous remercie. Merci, Madame Le Goff, pour cette réponse. Monsieur Régine de l'ANPA, vous faites des formations pour les professionnels de santé et à la sortie de ces formations, quelles compétences ou connaissances seront mobilisables par les professionnels pour accompagner les personnes en situation de précarité dans leur sevrage tabagique? Voilà. Alors, je vais vous parler de l'action que nous avons menée. Nous avons réfléchi au niveau de la précarité multiple, hein, sociale, psychologique, médicale, aussi géographique, de territoire, hein, avec des lieux où il y a plus de médecins, très peu de pharmaciens. Partant de ce constat, il faut savoir que l'ANPA, nous avons des antennes sur tout le territoire. Nous sommes aussi bien à Luchon, Saint-Gaudens, Muret, Toulouse. Et nous avons eu l'idée de proposer des informations au niveau du tabac aux pharmaciens. Et nous avons groupé aussi, ce jour-là, il y avait des élèves infirmières. Donc nous avons proposé des informations en soirée, où les pharmaciens étaient invités, et nous avons eu des pharmaciens donc, de Toulouse, de Muret et de Saint-Gaudens, donc sur tous les territoires. Nous avons ensuite été en consultation dans les pharmacies, de manière à ce que les pharmaciens voient comment peut se faire une prise en charge. Ça, c'est un des points intéressants. Nous avons donc discuté, présenté les différents produits substituts nicotiniques, mais pas que. Hein, la prise en charge se fait certes par les substituts nicotiniques, mais aussi tout un accompagnement, ce que l'on propose, médico-psychosocial. Ça, c'est important de le dire. Ce qui fait pour ce qui concerne donc les publics précaires, puisque c'était votre question, nous avons des consultations au lieu multiples. Nous avons expliqué aux pharmaciens qu'il n'y avait pas que les médecins qui prescrivaient, mais aussi les infirmiers, les kinés, les dentistes. Dans nos centres, il y a des consultations, donc c'est sur rendez-vous certes, avec un accompagnement des médico-psychosocial. Voilà ce que j'avais à dire sur l'action que nous avons menée, qui a du succès, puisque sur les consultations pharmacie, nous voyons à peu près, nous avons vu une dizaine de personnes, hein, la dernière pharmacie où je suis allé, voilà. Et en ce qui concerne les pharmaciens qui sont venus assister aux informations, il y a plus d'une dizaine de personnes qui étaient présentes. D'accord, très bien. Merci, Monsieur Régine. Je vous remercie à tous pour vos réponses.